Voilà. Eh bien, donc, merci Madame Thierry. Je vais, moi, continuer le focus vers la Wallonie-Picarde, hein, puisqu'ici, on vient d'aborder le contexte wallon. Donc, mon nom est Olivier Bontemps, je suis responsable du département énergie et projets spéciaux chez IDETA, et plus particulièrement, donc, ça fait une quinzaine d'années que l'objectif qui m'a été donné par IDETA, c'est de faire de nos parcs d'activité économique des parcs d'activité durables. Et donc, forcément, dans le cadre de cette mission de rendre nos parcs d'activité économique durables, de soutenir finalement la transition énergétique de nos entreprises, nous nous sommes préoccupés il y a déjà, comme je dis, une quinzaine d'années de ce volet transport, mobilité, hein, j'utiliserai les deux termes, et de voir finalement sur cette part d'énergie importante, hein, puisque je dirais d'une manière générale, l'énergie mobilisée par le transport, ça représente 25-30% de l'énergie mobilisée par le territoire. Évidemment, il y a des entreprises qui sont plus impactées ou qui sont plus utilisatrices du transport que d'autres, mais globalement, c'est quand même un sujet qui concerne toutes les entreprises, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes, qu'elles soient du secteur du transport, de la logistique, qu'elles soient des autres secteurs. Et donc, finalement, notre approche ici, je ne vais pas refaire tout ce qui a été exposé avant, hein, avec les différentes technologies, les différentes alternatives. Je vais juste vous présenter ici un peu ce que moi j'appelle le diagramme d'usage. C'est finalement au départ de la directive européenne qu'on a appelée carburant propre, hein, la directive 2014-94, hein, pour ne pas la citer, où finalement 4 alternatives crédibles au pétrole ont été définies par l'Union européenne. Elles ont été exposées, hein, donc je répète, l'hydrogène, le gaz naturel véhicule, j'utiliserai cet acronyme français parce qu'il couvre les deux réalités CNG et LNG, l'électrique bien entendu, et tout ce qui est la famille des biocarburants. Et donc finalement, quand on regarde un peu ce diagramme d'usage, avec un peu la taille, la masse que le véhicule doit déplacer, ou je dirais le nombre de kilomètres que ces véhicules doivent je dirais, effectuer, on retrouve finalement, présenté comme sous forme de diagramme, qui a été un peu exposé précédemment, c'est-à-dire que le véhicule électrique peut apporter des solutions pour des petites masses et des petits trajets, mais que dès qu'on doit commencer à mobiliser plus de masse, hein, de masse utile, qu'on doit faire de plus longues distances, effectivement, le CNG semble aujourd'hui l'alternative qui va couvrir le plus grand champ d'application. Alors, évidemment, si on veut encore aller plus loin, si on fait du transport routier international, si on va mobiliser, ce n'est pas le sujet ici, mais je dirais des masses encore plus importantes, que ce soit dans le ferroviaire, dans le fluvial, dans le maritime, alors effectivement, on va devoir aller chercher de l'énergie qui est encore plus concentrée. Et là, on pense au LNG ou à l'hydrogène. Donc ça, c'est les familles qu'on vous a présentées. Ce sont les cas un peu pratiques que nous pensons adaptés à ce type d'usage. Il est évident, comme ça a été dit dans les différentes présentations, qu'aujourd'hui, tout le monde utilise déjà des carburants alternatifs, hein, puisque finalement, c'est un peu cette base rose en dessous du diagramme, puisque aujourd'hui, finalement, avec l'introduction du biodiesel dans le diesel que vous achetez à la pompe, avec de l'éthanol dans l'essence que vous achetez à la pompe, avec éventuellement le diesel de nouvelle génération, HVO, hein, ou aussi appelé diesel bleu, vous avez ces éléments-là où vous avez finalement du drop for use, c'est-à-dire que vous allez finalement utiliser ces carburants alternatifs sans aucun changement vraiment d'usage de vos véhicules et de vos pratiques, je dirais, de chaîne logistique ou de fonctionnement de votre entreprise. Alors évidemment, c'est très séduisant, c'est pour ça qu'effectivement, ces solutions aujourd'hui percent beaucoup mieux que les solutions vraiment alternatives comme l'électrique, le CNG, le LNG ou l'hydrogène. Mais il faut quand même se rendre compte d'un élément, c'est que, je dirais, l'année dernière en Belgique, on a utilisé environ 7,5 milliards de litres de diesel. Et donc, il faut bien se rendre compte que si on veut continuer à verdir le diesel, il va falloir incorporer de plus en plus de biocarburants dans le diesel. Hein. Et aujourd'hui, le modèle économique qui tient la route,
c'est, comme ça a été expliqué précédemment, par l'utilisation massive d'huile de palme pour produire ce biodiesel ou cet HVO. Il faut juste savoir que l'utilisation d'huile de palme sera proscrite en 2030 et son usage devrait être réduit à partir de 2023. Donc, ce qu'on peut s'attendre d'une manière très significative, c'est que l'usage du diesel, des biodiesels, va être de plus en plus compliqué à mobiliser, puisque finalement, il faudra en incorporer de plus en plus, mais en ne pouvant plus recourir aux cultures énergétiques et notamment les cultures liées à l'huile de palme. Et donc, il y a quand même un risque important de voir cette alternative devenir de plus en plus coûteuse. Alors, évidemment, tout ça étant dit, je n'ai pas la bonne dia. Le problème est là. C'est chez vous. Voilà. Tout ça étant dit, évidemment, ça ne vous simplifie pas forcément les. Alors, je vais revenir en arrière. Okay. Ça ne vous simplifie pas, désolé pour les petits embarras techniques, c'est les aléas du direct, comme on dit dans la télévision. Donc, quelque part, tout ça et tout ce qui a été dit précédemment, je pense, vous met dans une situation qui n'est pas forcément simple. Parce que la question que chacun peut se poser, chacune peut se poser aujourd'hui, c'est finalement, mais avec tout ce que vous nous expliquez, tous ces termes, tous ces acronymes, toutes ces prévisions, tous ces objectifs, etc., finalement, qu'est-ce que moi, je peux faire, qu'est-ce que je dois faire pour mon entreprise, pour ma mobilité, pour verdir ma mobilité. Donc, je vais essayer de faire un petit exercice que j'espère va vous distraire un petit peu pendant cette session qui est quand même très intense. C'est finalement de jouer à Madame Irma, hein, donc de vous tirer les cartes. Hein, et donc voilà. Donc je vais un peu, d'une manière humoristique, mais enfin j'espère un peu sérieuse, voir un petit peu comment les choses, de par l'expérience que nous on peut avoir, qu'on a eu, de l'accompagnement qu'on a pu faire de nos entreprises sur le territoire de la Wallonie-Picarde, finalement, quelles sont les choses qui peuvent peut-être vous éclairer. Alors, la première carte que je vais vous tirer, c'est le Valet de pique. Hein, donc, vous connaissez le fameux jeu, le Zwarte Piet, hein, ou le Valet puant, comme on dit. C'est la carte que je voudrais me débarrasser en premier. Pourquoi je veux me débarrasser en premier? Parce que finalement, ici, on travaille sur du véhicule professionnel, du véhicule utilitaire qui va déplacer de la masse. Et donc, quelque part, le véhicule électrique n'est pas vraiment la solution. Le véhicule électrique à batterie n'est pas la solution parce que vous allez embarquer beaucoup de masse et vous allez avoir des contraintes d'usage qui vont être assez importantes. Je n'ai pas dit que ce n'était pas une solution, mais en tout cas, ce n'est pas la solution qui peut apparaître comme étant vraiment la solution miracle des prochaines années. Et je veux juste éclairer ça par deux anecdotes. Une historique. L'autre, à mon avis, est également historique, mais elle est plus récente. Figurez-vous qu'en 1900, 38% du marché automobile américain était électrique. Hein? Et finalement, l'électrique a disparu. Pourquoi? Parce qu'il était peu pratique et trop cher par rapport au pétrole. Ça doit, quelque part, nous interpeller. Comme doit nous interpeller la décision plus récente, il y a deux ans, de la Chine d'abandonner complètement le subventionnement du véhicule électrique avec batterie pour orienter toute sa recherche, tous ses développements, toutes ses productions futures de véhicules vers le véhicule électrique à batterie hydrogène, comme ça a été exposé précédemment. Donc finalement, la même chaîne cinématique par rapport à un moteur électrique, mais au lieu de stocker l'énergie dans une batterie, on va le stocker à l'hydrogène. Et donc, les Chinois ont abandonné clairement la vision technologique du véhicule électrique à batterie vers le véhicule électrique à hydrogène et ambitionnent de mettre en service à l'horizon 2030 1 million de véhicules hydrogène. Et c'est là donc finalement que je vais vous sortir ma carte, la deuxième carte qui est le joker, hein, vous me permettrez, donc c'est le joker, et le joker c'est l'hydrogène, parce qu'effectivement l'hydrogène c'est une solution qui peut apporter toute une série d'avantages assez pertinent, notamment dans son interconnexion avec la production des énergies renouvelables intermittentes. Mais évidemment, pourquoi je l'utilise en joker? C'est pour tout ce côté passionnant, pour tout ce côté, je dirais,
très intéressant par rapport au développement d'un mix énergétique. Mais évidemment, ce n'est pas aujourd'hui une solution du court terme. Juste un chiffre, je ne vais pas vous abrutir avec des chiffres, mais je pense que quelques chiffres sont intéressants. En 2019-2020, on a immatriculé en Belgique 11 véhicules à l'hydrogène, juste pour montrer que ce n'est pas une technologie qui aujourd'hui est disponible, accessible et mature. Donc, les choix que vous devez poser aujourd'hui, ils ne sont pour moi en matière de véhicules utilitaires ni dans l'électrique, ni dans l'hydrogène. Et donc, comme les autres intervenants, notamment Frédéric Dubois vous a exposé, eh bien, évidemment, les deux cartes maîtresses, je pense, à ce stade, par rapport à notre expérience, sont évidemment la carte du LNG. Hein, j'ai pris le roi de cœur pour symboliser, on va dire, la puissance, la force, hein, donc pour finalement avoir cette solution pour du transport plus lourd, de plus longue distance. Et là, vous allez finalement avoir une solution qui est là, qui est disponible, qui a un business model un peu plus, je dirais, serré, parce que déployer du LNG, ça coûte quand même plus cher que ce soit le véhicule ou les infrastructures que déployer du CNG, mais ça amène un certain nombre d'avantages qui permettent de compenser les inconvénients du CNG. Et la carte maîtresse que je me permets de vous mettre en évidence, c'est évidemment l'usage du CNG, parce que le CNG, finalement, c'est 100 ans d'expérience réussie, hein, parce que toute une série de choses, comme ça a été dit précédemment, sont des technologies, on est un peu dépendant de ces développements technologiques. Alors c'est chouette, hein, les développements technologiques, mais quelque part par rapport à une décision économique d'aujourd'hui, c'est quand même rajouter un risque. Et donc le CNG, c'est 100 ans d'expérience réussie dans des véhicules, qu'ils soient légers, qu'ils soient lourds. C'est plus de 25 millions de véhicules dans le monde. C'est 2600 véhicules utilitaires qui ont été immatriculés en Belgique en 2019-2020. J'ai pris les 2 années parce que 2020, hein, vous savez que c'est une année un peu spéciale. Donc voilà, donc c'est quand même des choses qui répondent aux besoins des entreprises. Et pourquoi ça répond aux besoins des entreprises? Parce que finalement, c'est une solution qui est accessible, disponible, moins chère, ça a été exposé par Frédéric Dubois, et plus propre, puisque finalement, vous avez vraiment là un saut environnemental qui peut être fait. Voilà, donc ça, c'est vraiment les éléments que je voulais partager avec vous. Alors, évidemment, tout ça, on va dire, c'est du tirage de cartes, c'est Madame Irma, on y croit, on n'y croit pas, c'est possible, mais quelque part, ce qu'on peut quand même constater, c'est que par rapport à la politique qui est mise en œuvre par la région wallonne, et donc les objectifs que se donne la région wallonne par rapport à ces obligations, on va dire ça comme ça, européennes, c'est quand même de travailler d'une manière significative d'ici à 2030, et on n'a pas le choix parce que c'est le secteur du transport qui a le moins progressé dans son amélioration environnementale par rapport à l'industrie, par rapport au résidentiel, par rapport au tertiaire, par rapport à toute une série d'autres éléments. Donc 25% des efforts en matière de CO2 pour la région wallonne devront porter sur le secteur du transport. Donc c'est vraiment quelque chose de significatif. Et pour atteindre ces objectifs, la région wallonne a vraiment misé sur le gaz naturel, puisque finalement, pour atteindre ces objectifs, l'ambition, c'est d'avoir 18% du parc automobile, je dirais du véhicule particulier qui soit motorisé au CNG et un utilitaire sur 4 dans les entreprises, hein, donc ça vous concerne encore plus directement, qui soit motorisé avec le gaz naturel. Alors pour y arriver, évidemment, ça nécessite d'avoir des stations. On vous a expliqué, il y en a déjà, il faut augmenter le réseau, bien entendu, 25 stations LNG, 220 stations au CNG. Donc, ça nécessite une mobilisation, un effort du marché de quelques 170 millions d'euros. Donc, ce sont les investissements. Juste une petite parenthèse encore pour parler de l'électrique, si vous me permettez, c'est que le même plan énergie-climat de la région wallonne prévoit pour le déploiement uniquement des infrastructures de recharge, qu'elles soient de charge lente, rapide ou super fast charge, comme ça a été évoqué, pour vous donner encore plus de confort, l'investissement nécessaire sera de 939 millions d'euros. Donc, vous voyez que l'électrique, ce n'est pas forcément une solution d'un point de vue systémique qui va coûter si bon marché que ça, si on oriente vraiment trop notre mobilité sur ce choix. Alors, désolé, on vient avec beaucoup de chiffres et des choses comme ça. Je viens avec ce slide-là parce que souvent on nous dit oui, mais la contrainte avec le CNG, hein, puisque vous avez bien compris
que je mets l'accent sur le CNG parce que je pense que c'est la bonne solution pour la plupart des entreprises. Quelles sont un peu… Alors, la contrainte, c'est la distance. Hein, on perd de l'autonomie, on perd de l'autonomie. Moi, je dis, ne réfléchissez pas comme ça. Aujourd'hui, votre contrainte, c'est peut-être l'autonomie. Demain, la contrainte, ce sera les émissions que vous allez devoir faire, que vous pourrez faire, les zones d'émission, zones de basse émission dans lesquelles vous pourrez ou pas vous rendre. Et donc, quelque part, la directive RED 2, qui est en cours de transposition dans notre pays, mais elle le sera, je vous rassure, dans les prochains mois, oblige les États membres, donc la Belgique, à au moins 14% d'énergie renouvelable dans le secteur du transport à l'horizon 2030 et impose des réductions d'émissions de CO2 de 15% en 2025, de 30% en 2030. Et donc, finalement, ce sont ces contraintes-là, ce sont ces obligations-là qui demain vont peser sur vous plus que le fait de devoir aller une fois ou deux plus souvent à la pompe ou devoir recharger votre véhicule la nuit ou des choses comme ça. C'est vraiment ce schéma-là, malheureusement ou heureusement, hein, puisque finalement on fait ça quand même pour le développement et le développement durable de notre planète, et soutenable de notre économie. Et finalement, ce sont ces contraintes-là qui vont peser sur vous. Et ces contraintes-là, vous voyez juste en parallèle que finalement, l'utilisation du gaz naturel, rien que l'usage du CNG aujourd'hui, hein, donc même fossile, vous atteignez ces 15%, ça a été dit par Frédéric Dubois, et si vous incorporez 25% de bio CNG ou LNG dans le carburant, vous atteignez les 30% de réduction. Donc, sans un effort significatif, sans un changement significatif de votre façon de faire, vous pourrez être conforme à ces objectifs. C'est ça qui est important et c'est ça qui mobilise évidemment un acteur du développement territorial et économique comme IDETA. Alors tout ça, c'est bien. Alors aujourd'hui, il y a des stations, c'est clair. Il faut encore plus de stations et c'est ça que finalement l'engagement d'IDETA s'est pris par rapport au territoire, par rapport aux entreprises, c'est finalement d'accompagner, d'aider le marché à venir faire ces investissements de stations parce que finalement, ça reste quand même l'autonomie. Alors moi, je pense que c'est moins le problème de l'autonomie qui se pose, c'est plutôt le problème de la panne sèche, hein, parce que forcément, et ça va être quand même fort aiguisé par le véhicule full électrique, parce que quand votre véhicule full électrique est en panne, ça c'est assez compliqué évidemment de pouvoir se déplacer. Mais donc pour toutes les solutions alternatives, il y a cette angoisse de la panne sèche, de dire où est-ce que je peux faire le plein. Et donc notre engagement en tant qu'IDETA, c'est d'accompagner le marché, accompagner les porteurs de projets pour pouvoir, et quelquefois pour investir avec eux, parce que clairement aujourd'hui, ce sont ces attentes-là pour vous permettre de pouvoir utiliser ces carburants alternatifs. Il y a une mobilisation importante de fonds qui sont nécessaires pour réaliser ces stations. Et donc, heureusement, je dirais dans notre territoire, hein, désolé, je fais un focus là sur la Wallonie-Picarde, mais Frédéric Dubois vous a donné un peu la vision européenne et la vision belge. Et donc, je pense que notre territoire est un des territoires aujourd'hui qui est le mieux desservi, notamment en station CNG, puisque vous avez aujourd'hui 12 stations qui sont accessibles sur le territoire ou en périphérie de la Wallonie-Picarde, hein, donc 12 stations qui fonctionnent, dont 2 qui sont dédicacées spécifiquement aux poids lourds, hein, donc ce qu'on appelle les stations NGV2, où là, vous allez pouvoir remplir les grands réservoirs à une vitesse équivalente du diesel. Ces stations sont situées au cœur de nos zones d'activité économique à Perruet et à Leuze. Donc, c'est vraiment une solution qui est là, qui est disponible, que vous pouvez mobiliser sans vous poser vraiment énormément de questions de où je vais faire le plein. Donc, bien sûr, avec notre partenariat Enora, nous mettons des stations, mais évidemment, nos collègues de DATS, comme ça a été expliqué, qui sont le leader belge, mettent aussi des stations sur notre territoire. Donc, ça montre quand même qu'il y a une dynamique de marché. On travaille aussi sur le LNG avec 2 projets, 2 permis qui sont là, un sur Tournai Ouest, au cœur de cette zone d'activité économique, un sur Pomerol, sur les 2 autoroutes qui vont vers Paris, un par Lille et l'autre par Valenciennes. Donc, ce sont des axes très importants de la transhumance, on va dire, routière sur l'axe nord-sud. Il est évident que ces stations-là, comme ça a été expliqué par rapport au LNG, a besoin, alors autant pour le CNG, nous mettons les stations et on peut se permettre d'attendre que le marché se crée autour
pour le LNG, comme ça a été expliqué, avec les problèmes de refroidissement, de maintien du gaz sous forme liquide, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, évidemment, la dynamique de la transition des entreprises vers ce type de carburant est essentielle pour le déploiement des stations. Mais 2 projets sont là, prêts à sortir de terre. Les permis sont disponibles, les terrains sont affectés. Donc, ce sont des choses qu'on peut mettre en œuvre dans le court terme. Et alors, évidemment, puisque vous vous rappelez, c'était mon joker, eh bien, nous travaillons aussi sur des solutions hydrogène, parce qu'effectivement, l'hydrogène, à l'horizon de 10 ans, deviendra une solution qui pourra rentrer vraiment dans le panel des solutions à disposition des entreprises. Et donc, encore une fois, sur le parc de Tournai-Ouest, nous avons un projet avec notre partenaire Luminus, qui est vraiment un projet tout à fait intégré, puisque là, on va produire l'hydrogène vert au départ d'électricité verte produite localement. Donc, on a vraiment un élément très vertueux par rapport à cette station, ce projet hydrogène sur Tournai. Un projet aussi sur l'Euse, et nos collègues de DATS Group Colruyt ont un projet sur Oligny, puisque effectivement, la stratégie de Colruyt ou de DATS est un peu similaire à celle que nous essayons de déployer, c'est-à-dire que le CNG, c'est aujourd'hui la solution disponible, accessible, et que l'hydrogène viendra compléter utilement cette solution. Et je vous dirais que si vous pensez que l'hydrogène est la solution, la meilleure étape en matière d'appropriation, de changement d'habitude, je dirais de cette transition vers l'hydrogène, c'est clairement le CNG, parce que finalement, si vous pouvez faire le tour de station, rien ne ressemble plus à la distribution pour faire le plein du véhicule qu'une station d'hydrogène, qu'une station CNG, puisqu'on va travailler, comme ça a été expliqué, sur du gaz sous forme de très haute pression, le type de remplissage, etc., le type d'autonomie sont très équivalents. Donc, finalement, le CNG est une bonne préparation de vos chaînes, je dirais, de fonctionnement, vos chaînes logistiques vers l'hydrogène dans un futur un peu plus lointain. Voilà. Alors, effectivement, je ne vais pas m'étendre sur les véhicules, mais des véhicules existent dans toutes les gammes des véhicules utilitaires. Alors, peut-être pas dans toutes les marques qui sont vos marques préférées, désolé, mais en tout cas, les véhicules existent, ces véhicules fonctionnent. Et alors, dernier élément que je voudrais dire, c'est que le CNG, c'est aussi pour les tracteurs. J'ai le plaisir d'être suivi par Cola Focquedé de l'entreprise du même nom, un grand transporteur de Wallonie-Picard, bien sûr, mais à l'échelle belge et wallonne. Mais comme finalement, on aime toujours avoir des exemples de l'extérieur, je voulais juste partager avec vous cet élément par rapport à Amazon. Amazon qui, aux États-Unis, va investir résolument dans toute sa chaîne de distribution vers le CNG, donc pas forcément vers le LNG, alors que vous voyez quand même que les États-Unis, c'est grand, donc c'est pas pour forcément faire que des petites distances, juste parce que cette solution-là est la plus économique à mettre en œuvre. Alors Amazon, c'est Amazon, donc ils peuvent construire carrément presque des camions customisés pour eux, donc ils ont un partenariat pour construire les moteurs au CNG. Et voilà, et donc pour montrer que finalement, cette dynamique, elle existe, elle bouge, le monde, je dirais, évolue, et que donc nous avons intérêt, si nous voulons que notre économie reste compétitive d'un point de vue économique, financier et environnemental, de saisir au bon les opportunités qui se présentent à nous. Voilà, je vous remercie de votre attention